Recording in progress. Bienvenue dans ce premier webinaire de la série de webinaires de l'été. Je vous présenterai un petit peu vers la fin le programme des webinaires de l'été. Aujourd'hui, l'idée, c'est surtout de parler des filles et des garçons face au code. Donc, le titre du webinaire, c'est « Filles ou garçons, la grande inégalité du code ». Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais parler un petit peu des constats, comment nous, Magic Makers, nous positionnons par rapport à ça, ce qu'on essaie de faire et comment globalement chacun peut se saisir aussi de la question, parce que c'est une question large. Voilà. Et après, je vous parlerai un petit peu des ateliers qu'on propose, notamment les ateliers hebdomadaires pour l'an prochain. Et puis, on aura une discussion. Du coup, n'hésitez pas à m'interrompre à tout moment, à me poser des questions ou même à donner votre avis ou des informations que vous pourriez avoir. Le constat, il est simple. Le nombre de femmes dans la tech, de manière générale, et dans les métiers de la programmation en particulier, sont vraiment bas. Ce qui est surtout dans les postes de pouvoir. Donc, ce qui va être CTO et directeur technique et équivalent. Ce qui est assez ironique parce que la programmation, à la base, alors déjà, le premier langage de programmation a été inventé par une femme, qui avait pris le nom de Ada Lovelace. Les personnes qui ont programmé certains des événements les plus marquants de la programmation, comme le programme qui a permis à la fusée d'atterrir sur la Lune, ça a été écrit par une femme. Et au début, comme les hommes étaient à la guerre, l'écriture de programmes informatiques était assurée majoritairement par des femmes. Ça a commencé à basculer, comme souvent dans l'histoire, quand c'est devenu un enjeu de pouvoir. Et ça, c'est devenu un enjeu de pouvoir avec l'émergence d'Internet, sans grande surprise. Et du coup, les hommes, avec un grand H, un S qui est assez flou, ont réinvesti de l'intérêt dans la tech et la programmation, et l'éducation s'est fermée aux femmes et a été majoritairement poussée aux petits garçons, aux jeunes hommes, pour qu'ils aillent se saisir de ce sujet-là. Alors, je ne pense pas que c'était une intention malveillante de reprendre le pouvoir sur la femme, mais plus un effet naturel. Et c'est pas la première fois dans l'histoire que quand ça devient un enjeu de pouvoir, les hommes s'en saisissent. Alors, je suis bien placé pour apprécier l'ironie du fait que je suis un homme et que je parle de ce sujet-là, mais c'est aussi important que ce message soit porté pas que par des femmes. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Aujourd'hui, il y a une énorme vague girl in tech, les femmes dans la tech, d'associations, de mouvements, d'initiatives institutionnelles pour promouvoir la programmation auprès des jeunes filles. Nous-mêmes, on participe à plusieurs ateliers de ce type-là. On a fait un stage d'intelligence artificielle avec des lycéennes d'un lycée pour filles à Saint-Ouen. On participe à un projet qui s'appelle Intrépide de la tech. Je peux vous mettre le lien dans le chat, où on va sensibiliser du coup des jeunes filles à la programmation. Dans ce cadre-là, c'est un projet qui regroupe 4 acteurs. Donc, nous, Simplon, la compagnie du code et Job IRL,
qui accompagne notamment les jeunes sur leur orientation. Et merci Léa pour le lien. Et dans ce cadre-là, Simplon fait des ateliers d'initiation à la programmation. Et avec la compagnie du code, on a conçu et on anime des ateliers d'intelligence artificielle pour sensibiliser les jeunes filles à ça. Alors au début, ça devait être un projet qui ne touchait que des jeunes filles. Avec le confinement, on a dû revoir un peu nos plans parce que c'était plus compliqué à mettre en place. Donc maintenant, c'est mixte avec au moins la parité. Cette idée de promouvoir la parité dans ce genre de projet, on la retrouve aussi dans des initiatives institutionnelles. Donc, on fait un projet avec la région Île-de-France où on fait créer un réseau social à des lycéens qui sera intégré. Donc là, ça se finit la semaine prochaine. Et c'est un petit concours. Il y a 4 équipes de 12 lycéens et lycéennes qui participent. Et ce réseau social, il sera intégré à la plateforme monlycée.net, à l'ENT, donc la plateforme dont ils se servent tout au long de leur scolarité au lycée. Et quand on a fait le sourcing des équipes qui pourraient participer, on demandait aux équipes de venir avec la parité, donc avec 2 lycéens et 2 lycéennes. Donc, il y a, et cette volonté, ben, nous, on est venu avec, mais la région Île-de-France avec qui on travaillait, c'était une de leurs priorités. Eux ont insisté pour que chaque équipe montre bien qu'ils ont la parité dans leur équipe. Ça, c'est sur le plan institutionnel et des projets, un peu des initiatives qui se montent. Et il y en a plein d'autres. Notamment, on a la journée de la femme digitale tous les ans, à laquelle on participe et on est fiers d'amener nos jeunes makers. Mais c'est pas suffisant, bien sûr. Et ça se joue aussi au niveau des choix familiaux, de sensibiliser ou non les jeunes filles à la programmation. Une étude a montré que dans les domaines scientifiques, les jeunes filles qui sont sensibilisées aux sciences avant 10 ans ne se désintéressent pas des sciences, ou plutôt se désintéressent en moins grande proportion, parce que chaque individu est différent, et il y en a pour qui c'est pas leur truc, et c'est pas leur truc, et c'est pas un sujet, mais se désintéressent en moins grande proportion au domaine scientifique au niveau du collège. Parce que ce qui se joue, c'est qu'au primaire, il y a assez peu de différenciation de genre sur les activités. Surtout aujourd'hui, les parents sont plus conscients de ça. Du coup, comme ils sont prescripteurs à 100% des activités de leurs enfants au primaire, ils vont inscrire leurs enfants à des ateliers scientifiques, à des cours de code chez nous ou ailleurs. Et du coup, nous, on constate que on a à peu près 50-50 dans nos ateliers au primaire, de petites filles et de petits garçons. Un peu moins fin du primaire. Ça commence vers 9-10 ans, c'est là où on commence à avoir un petit peu moins de filles, en primo-arrivantes, donc qui s'inscrivent pour la première fois chez nous. Au collège, c'est quasi désertique. Le nombre de jeunes filles qui vont s'inscrire à des ateliers de programmation pour la première fois. Et ça se passe, on pense, en partie parce que à l'arrivée au collège, il y a une socialisation plus forte qui se fait chez les collégiens et collégiennes. Et du coup, le biais de société de dire le code ou la technologie ou l'informatique avec un I majuscule, c'est pour les garçons. Et du coup, elles vont moins, les jeunes filles vont moins aller s'intéresser ou aller vers des ateliers de programmation. Et on constate qu'au collège, on a majoritairement des filles qui sont arrivées au primaire chez nous et qui continuent. Là où au lycée, on va avoir une proportion plus grande de jeunes filles qui se réintéressent parce qu'au lycée, il y a un effet de réaffirmation de soi. Et du coup, le biais de société s'affaiblit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, on encourage
tous les parents qui ont des petites filles ou personnes qui connaissent des petites filles dans leur entourage, de les mettre en contact avec la programmation jeune. La programmation, comme je vous ai dit au début, c'est un enjeu de pouvoir. C'est la raison pour laquelle Claude Desrosiers a créé, quand elle cherchait des cours de programmation pour ses enfants, a créé Magic Makers. C'est cet enjeu de dire, il y a une dizaine d'années, la programmation informatique, on l'apprenait qu'en études supérieures. Sauf que on tend vers une société où on a les sachants qui savent programmer et qui peuvent avoir un pouvoir sur la technologie et avoir un impact, et ceux qui ne savent pas, qui sont complètement paumés et qui pensent qu'il faut être informaticien pour pouvoir faire quoi que ce soit. Donc, elle a lancé Magic Makers avec cette idée de enseigner dès le plus jeune âge, et que même des personnes de la société qui ne sont pas informaticiens, il y a un peu cette démystification du sujet et une reprise de pouvoir. Et en fait, on préconise que les petites filles soient mises en contact avec la programmation pour justement démystifier et qu'elles se sentent légitimes dans le fait d'aller fouiller ce domaine si ça les intéresse. Notre message, c'est pas de dire tout le monde doit être intéressé par la création numérique ou par la programmation. Loin de là. Au contraire, nous, on chérit l'individualité des makers qui passent par chez nous. Mais c'est plutôt de dire que les sensibiliser jeunes permet de leur éviter le piège du biais sociétal qui va leur fermer la porte. Pas parce que quelqu'un va leur dire c'est pas fait pour toi, mais parce qu'elles vont avoir tendance à se l'interdire elles-mêmes. Comment faire ça? Comment faire ça? Aujourd'hui, rien de plus simple. Alors, nous, on fait des ateliers de programmation pour les enfants de 7 à 17 ans, et on les emmène à vraiment fouiller le domaine de création, voir si ça leur plaît, créer des projets, se sentir capable. Ça, c'est l'entièreté de notre mission. Mais au-delà de ça, si la question c'est est-ce que ça va l'intéresser avant de l'inscrire à Magic Makers, tous les outils qu'on utilise à Magic Makers sont gratuits et en ligne et faciles d'accès. Et ceux pour les plus jeunes, notamment Scratch, qui est un outil qui a été créé par le Media Lab du MIT, est aussi fait pour être intuitif à utiliser. Je peux vous montrer rapidement à quoi ça ressemble et comment y accéder. Donc, en allant sur scratch.mit.edu, vous tombez sur la plateforme en ligne Scratch, et il suffit de cliquer sur Créer, sans même avoir de compte. Avoir un compte permet de retrouver ses projets après, et vous arrivez tout de suite dans un éditeur de projets numériques. Il y a même un petit tutoriel qui nous accueille. Alors là, c'est en anglais parce que j'ai une configuration d'ordinateur en anglais, mais vous pouvez voir toutes les langues qui sont accessibles. On peut le mettre en français rapidement. Et le tutoriel est aussi en français. Et en prenant des blocs et en jouant avec, on a une boucle de retour instantané, parce que dès qu'on fait quelque chose, on peut voir l'effet sur l'écran. Donc, moi, j'invite vraiment toutes les personnes qui ont une petite fille dans leur entourage à lui montrer, à peut-être suivre le tutoriel avec elle et voir si ça peut l'intéresser. Parce que c'est très ludique, c'est un environnement très de sécurité pour créer. Ceux qui voudraient aller fouiller un peu plus loin avec les enfants de leur entourage, on a un site ressources à l'adresse ressources.magicmakers.fr. Il faut qu'on est en train de retravailler le design, mais pour l'instant, il ressemble à ça. Et on a une partie Scratch où on va avoir des tutoriels sur comment créer différents types de projets. Donc ça, c'est gratuit, c'est en ligne, c'est accessible à tout le monde, c'est même une invitation à l'utiliser au contraire. Et en allant regarder une des fiches, vous avez des pistes de bout de code et de ce que ça peut donner en GIF à côté, des invitations à tester plusieurs choses. Donc ça, c'est ce que nous, on met en ligne pour que les makers qui passent par chez nous, on a même un petit tuto vidéo sur notre chaîne YouTube.
Ça, c'est ce qu'on met en ligne pour que les makers qui passent par chez nous puissent continuer à la maison. Les outils sont gratuits, ceux qu'on utilise. Du coup, l'invitation, c'est vraiment qu'ils puissent continuer chez eux. Et, euh, et que ceux qui se posent des questions puissent démarrer et puissent aller un peu fouiller, voir si ça leur plaît, tout simplement. Donc, ça, c'est gratuit, c'est libre, c'est là. Savez-vous-en. L'idée étant de dire, si on arrive à sensibiliser des petites filles tôt, ce qu'on va avoir comme effet, c'est que une portion plus large d'entre elles va continuer, va s'intéresser vraiment au sujet et soit y trouver une vocation, soit aller faire un tour par le domaine, soit tout simplement savoir que c'est à leur disposition, que c'est accessible, qu'elles en sont capables. Et l'idée, c'est que ça ne va pas résoudre le problème de femmes dans la tech dans 3 ans, ni même forcément dans 20 ans, le temps qu'elles grandissent et qu'elles prennent leur place dans la société, mais plutôt de dire que ça va avoir comme effet de lisser aussi pour la génération suivante le biais de société. Ça va changer les mentalités. Voilà. Nous, notre croyance, c'est que, et ça, c'est vraiment une croyance profonde qui dépasse le sujet des filles dans la tech, c'est que si on sensibilise jeunes à la programmation, euh, les petites filles ou les petits garçons, ils vont se sentir capables. On va briser la barrière de la programmation, c'est pour les informaticiens qui ont bac+5 en informatique, et on va redonner ce pouvoir-là sur la technologie plus largement à à une part plus large de la société, quoi, à des personnes qui même n'exercent pas un métier lié à la tech. Et puis ça, des beaux projets qui viennent pas de personnes de la tech, on en a plein. Doctolib qui sert aujourd'hui de plateforme pour l'État pour coordonner la vaccination contre la Covid-19 à l'échelle nationale, c'est parce que il y a des informaticiens qui sont intéressés aux problématiques des médecins et parce qu'il y a des médecins qui se sont saisis de l'idée que la technologie pouvait enrichir leur profession et faciliter leur vie et la vie des patients avec qui ils interagissent. Et du coup, l'idée, c'est si tout le monde, peu importe le métier, peu importe le domaine d'activité, se dit je peux me servir de cet outil, parce que la programmation, l'informatique, c'est rien d'autre qu'un outil pour créer des choses. En tout cas, ça, c'est la valeur que nous on porte. Euh, je vais pouvoir créer quelque chose qui a de la valeur pour ma communauté, pour le monde au sens large. Voilà. Du coup, des initiatives type Doctolib qui ont une mission même d'utilité publique aujourd'hui, euh, c'est c'est vraiment un peu l'effet escompté pour nous. Casser la barrière de l'informatique pour les informaticiens. Et de la même manière, casser le mythe de l'informatique. C'est un truc d'homme ou un truc de garçon. Voilà. Nous, nos contenus, quand on travaille sur les contenus, on ne fait pas de différenciation filles-garçons. On ne fait pas des contenus pour les filles et des contenus pour les garçons. Euh, Parce qu'on pense que ça contribue à cette barrière-là. Euh, L'idée étant de faire des contenus qui sont mixtes et qui ne rangent pas les petites filles dans des cases d'intérêt et les petits garçons dans d'autres cases d'intérêt, euh, parce que on le voit dans la diversité des makers et des makeuses qu'on a chez nous. Euh, on veut aussi casser les stéréotypes du type le jeu vidéo c'est pour les garçons euh, et s'intéresser au design graphique c'est pour les petites filles. Ça, c'est pas quelque chose qu'on constate quand on intéresse nos populations aux différents domaines de création numérique. Du coup on brise ça. Euh, Ce qu'on fait, je peux vous dire ce qu'on fait pour les différentes tranches d'âge. Alors, pour trouver l'information de ce qu'on fait, je vais vous remettre en partage d'écran. Euh, Ça se passe sur notre site internet magicmakers.fr. Celui-là, il est facile à trouver, magicmakers.fr. Euh, et là-dessus, vous pouvez retrouver les ateliers qu'on propose pour les différentes tranches d'âge. Donc, là, je vais surtout parler des ateliers hebdomadaires parce que c'est ce qui permet de faire un vrai tour d'horizon en fait, des domaines de création numérique. Euh,
Donc, vous pouvez les trouver sur nos activités, découvrir nos ateliers hebdomadaires, et là, vous allez tomber sur les tranches d'âge. Donc, on a une découpe comme ça, les CE1, CE2, CM1, CM2, 6e, 5e, 4e, 3e et le lycée. Cette découpe, elle n'est pas au hasard. Ça correspond notamment au stade de l'évolution cognitive tel que déterminé par les psychologues de l'éducation. Et c'est une structure qui a été d'ailleurs reprise par l'éducation nationale. Il y a une raison pour laquelle ce n'est pas CE1, CE2, CE3, CE4. Les plus jeunes, ça va être vraiment de l'éveil, de l'initiation à une diversité de domaines de création et voir qu'on peut créer plein de choses différentes avec Scratch notamment. On va faire de l'animation, on va faire un peu de robotique, on va faire un peu de jeux vidéo, avec cette idée qu'ils vont revoir les mêmes concepts sous différentes formes pour rendre ces concepts-là vraiment naturels et intuitifs. A contrario, les CM1, CM2, eux, sont plus dans une démarche d'accumulation de connaissances. Et du coup, on va aller à travers l'année, toujours sur Scratch, vers des projets de plus en plus complexes. Complexes, voulant dire, qui mettent en œuvre plusieurs connaissances différentes et plusieurs éléments différents. Donc, pas forcément plus compliqués en termes de notions algorithmiques. Donc, ils vont voir des choses plus compliquées que les C1 et CE2 parce qu'ils ont plus de connaissances et une plus grande facilité d'acquisition. Mais surtout, ils vont avoir la capacité à combiner ces savoirs dans des projets plus ambitieux. Ensuite, en 6e, 5e, on quitte Scratch et on va sur des outils toujours en programmation visuelle qui les emmènent à créer des projets plus vraie vie. C'est-à-dire qu'on va leur faire créer des applications mobiles avec un outil qui s'appelle Thunkable qui permet de créer des applications pour Android et iOS avec de la programmation par bloc. On va les emmener à créer des jeux vidéo qui sont hébergés en ligne et sur lesquels ils peuvent voir combien de personnes viennent y jouer, ce genre de projet. En 4e, 3e, c'est l'âge où on les emmène sur de la programmation textuelle. Donc, on leur fait faire du Python, on leur fait faire du HTML, on leur fait faire du C# dans des outils de création de jeux vidéo professionnels, donc, comme Unity. Et là, ils font des jeux vidéo 3D. Donc, ils sont sur un niveau de... On utilise les vrais outils du vrai monde et pas des choses créées pour l'éducation, pour les enfants. Et après, au lycée, on les emmène sur du Python, faire de l'IA, des applications web et des projets similaires à ce qu'on peut trouver chez les jeunes adultes. Voilà. Ça, c'est un overview de ce qu'on fait en atelier. On a plein de petites filles dans nos communications, notamment qu'on a emmené, comme elle, à la journée de la femme digitale pour parler de ce qu'elle a fait. Ça, c'est aussi un moyen pour nous de contribuer à lisser le biais. C'est pas un hasard qu'on a des filles sur la plupart de nos communications. C'est parce qu'on a envie de briser les stéréotypes du code pour les garçons. Et avec ça, je pense que j'ai bien fait le tour du sujet et on peut peut-être passer à une phase de discussion ou de questions, si vous en avez. Moi, j'ai une petite question. Je comprends bien du coup l'importance et l'intérêt de sensibiliser très tôt à ces notions, à des moments où en effet les biais ne sont pas encore installés et un petit peu plus souples. Est-ce que vous avez une réflexion pour les mobiliser une fois que ces biais ont été malheureusement pour les plus grands, du coup, et pour les plus grandes? Ouais, très bonne question. Alors, pour les collégiennes, pour les collégiennes, ce qu'on a, alors, c'est intéressant. À l'école primaire, quand on a des filles des parents qui appellent pour inscrire leurs filles à nos stages, typiquement, qui sont les ateliers qu'on a de manière récurrente dans l'année, une des questions qu'on a le plus, c'est est-ce qu'il y a d'autres filles? Est-ce qu'il y a d'autres filles dans l'atelier
parce qu'elle a peur d'être la seule fille. Ça, c'est ce qu'on entend beaucoup au primaire. Et au collège, on constate que on a beaucoup de... quand on a des primo-arrivantes, elles viennent souvent entre copines. Donc, pour mobiliser des collégiennes, la clé qui fonctionne bien, que moi j'ai pu voir fonctionner dans des ateliers quand on en faisait dans les écoles, c'est d'aller trouver quelque chose qui va intéresser le groupe de copines et, et se rattacher à leurs intérêts extérieurs et vraiment prendre la programmation comme un moyen d'expression de leurs autres intérêts. Euh, je ne vais pas vous tomber dans les stéréotypes, mais moi j'ai eu la chance d'avoir un atelier de 6e, 5e où j'avais la parité. Euh, euh, et, et tous les projets des petites filles, c'était des projets autour de leurs intérêts extérieurs. Et elles y allaient à fond, hein. Elles faisaient des applications mobiles. Donc, 6e, 5e, c'est l'âge où on les emmène sur les applications mobiles. Elles faisaient des applications mobiles. Et par exemple, les quiz qu'elles faisaient étaient vraiment très orientés sur leur centre d'intérêt. Et c'était quand je leur disais on va créer une application mobile, le niveau d'intérêt était à peu près là, était assez bas. Là où les petits garçons que j'avais, je disais on va créer une application mobile. Ah, trop cool, on va créer une application mobile. Par contre, dès que je disais on va pouvoir créer une application mobile et le premier projet qu'on va faire, c'est un quiz et vous le faites sur le domaine que vous voulez, et les mains qui sont levées, on peut le faire sur ce domaine-là qui est mon centre d'intérêt. Et je disais oui. Et là, tout de suite, le niveau d'investissement euh, explosait et elles parlaient entre elles de ah ouais, on peut faire ça, et puis on peut parler de ça, on peut parler de ça, on peut parler de ça. Et en fait, le sujet de faire une application mobile euh, était secondaire. Et c'est ce qui devrait être. Il devrait être secondaire. Ce n'est qu'un outil pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir créer quelque chose qui a de l'intérêt pour nous, pour notre entourage, pour la communauté plus large. Du coup, euh, euh, se concentrer vraiment sur ce que ça permet par rapport à leurs intérêts, c'est la clé pour mobiliser là-dessus. C'est euh, dans mon groupe, elles aimaient vraiment beaucoup Disney. Euh, Mobiliser sur leurs intérêts sur le dernier Disney et dire on va pouvoir créer quelque chose qu'on va pouvoir partager avec nos autres copines au collège euh, sur Disney et peut-être les poser des questions pièges et voir si elles sont vraiment intéressées par ça et tout, ça devenait le truc central. Quelque chose de social, quelque chose qu'elles peuvent partager avec leurs copines, avec leur famille et qui touche à leur centre d'intérêt. Pour les lycéennes, c'est une toute autre optique. Pour les lycéennes et plus largement pour les lycéens, euh, mais vu qu'on parle des jeunes filles, pour les lycéennes, c'est vraiment ce que ça va pouvoir leur permettre de faire. Pas en termes de son intérêt, mais axé sur le fait qu'elles vont pouvoir contribuer quelque chose d'utile, quelque chose qui est vraie vie et qui pourrait être utilisé. Un aide des lycéennes sur un projet qui est juste un exercice, euh, elles en sont déjà à un âge où les exercices à l'école, ça sert à être noté et ça sert à juste faire plaisir à la personne qui donne l'exercice. Euh, alors que switcher et dire on va créer quelque chose qui va pouvoir être utile à l'extérieur ou qui va pouvoir être mis en avant, un site web qui présente, quand on fait du web, un site web qui présente mon activité extrascolaire, mon club de sport, mon club de musique, de danse, théâtre, de ce que vous voulez. Euh, Ça, c'est vrai, c'est concret, et la technologie devient le vecteur de ce service. Et là, on réaccroche l'intérêt. Euh, En tout cas, moi, c'est mon constat avec mes groupes de lycéens et en parlant avec les animateurs lycées qu'on a chez nous. Donc, on a une recrudescence, enfin, comme je vous dis, on a un peu une courbe comme ça où on a pas mal de jeunes filles au primaire, pas grand monde en primo-arrivante au collège et un regain d'intérêt au lycée. Et ce regain d'intérêt au lycée, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre qui m'est utile après ou qui peut me permettre de créer quelque chose qui est utile pour d'autres personnes. Et, et, et c'est vraiment la clé, quoi. Et dans dans la population lycéenne, on a donc des lycéens et des lycéennes, on a à peu près les mêmes envies, les mêmes intérêts. Euh,
Après, on a des lycéens qui vont être plus intéressés, en tout cas moi, ce que j'ai constaté, des lycéens qui sont plus intéressés par la technicalité, par le fait d'être capable de faire un site web qui a telle et telle fonctionnalité, et des lycéennes qui vont être plus portées sur l'impact que va avoir ce site web. Et donc, ce qui marche super bien, et ce qu'on constate aujourd'hui sur le projet Code ton lycée avec la parité, c'est que cette combinaison d'énergie avec les petits garçons qui sont intéressés par des détails techniques, des fois, et des jeunes lycéennes qui sont intéressés par coder des fonctionnalités qui ont du sens, ça fait des résultats vraiment explosifs. Ça fait des résultats qui sont plus grands que la somme des parties. Alors, tout ce que je dis là, c'est des statistiques. On a des lycéennes qui sont vraiment focus sur l'aspect technique et on a des lycéens qui sont aussi beaucoup plus portés sur l'impact que sur la technicalité. Donc, tout ça, c'est des statistiques, mais en proportion, c'est ce qu'on constate. Donc, pour intéresser et rattraper des jeunes filles qui n'auraient pas été sensibilisées au plus jeune âge, mon conseil, c'est au collège, les emmener sur quelque chose qu'elles peuvent partager et qui touche à leur centre d'intérêt ou au centre d'intérêt de leur groupe de pairs directement. Et pour les lycéennes, les rattacher à des projets d'impact ou de croissance. Voilà. Je ne sais pas si c'est suffisamment Merci. concret, mais voilà, Merci. en tout cas l'état de notre réflexion et c'est comme ça qu'on axe nos contenus quand on les travaille. Dans quel contexte est-ce que parce que moi j'ai pu travailler un peu sur les projets qu'on fait avec Unicité, dans quel contexte est-ce que vous intervenez auprès de jeunes filles? Donc, en fait, nous, chez Unicité, on a toujours un double impact. Hein. Donc, on a à la fois à sensibiliser nos jeunes, les jeunes qu'on accueille en service civique et qui vont être formés aux ateliers qu'ils vont après aller porter auprès d'enfants dans les écoles, dans les QPV, voilà, dans des centres sociaux, etc. Donc, on a toujours cet angle double qui est d'à la fois intéresser nos volontaires hein, qui ont en général autour de 20 ans. Et puis après, les ateliers qu'on fait qui sont actuellement principalement auprès des primaires, pour le coup. Auprès de primaire. Mm. Non, mais ouais, ça c'est super. J'ai eu l'occasion de participer à la formation d'une partie des services civiques d'Unicité cette année. Mhm. Et c'était vraiment, vraiment chouette de voir sur cette génération justement de jeunes adultes de 18-20 ans, un peu aussi la double résonance de Ah, mais je suis capable de faire ça, Mm. comme première réaction, qui est aussi un peu nous, notre mission. À partir du moment où on les a formés, on a touché plus de jeunes adultes qui sont capables de se dire Ah, j'ai fait ça. Et, euh, et l'engouement de partager ça, de partager cette étincelle de je suis capable de faire Mm. ça. Oui, Euh, c'est hyper important et dans les jeunes qu'on accueille, alors on les accueille dans la diversité, donc on veille justement à avoir de la mixité absolument, y compris dans les programmes numériques. Et puis on a un autre biais hein, qui est le biais social, qui est qu'on accueille beaucoup de jeunes infrabac. Et ceux-là, on voit bien que le numérique leur semble vraiment très loin, en tout cas très, très éloigné, alors que justement le numérique peut offrir des opportunités incroyables justement à des jeunes qui n'ont pas été scolaires, qui n'ont pas eu, alors pas tout hein, évidemment, il y a aussi des formations qui nécessitent d'avoir été bon en maths voilà, et de pouvoir faire des grandes écoles d'ingénieurs. Mais en tout cas, c'est quand même un domaine sur lequel il y a des opportunités larges. Et nous, on voit bien que c'est difficile. Ce biais-là aussi est très important. Et on n'arrive pas à les mobiliser, en tout cas pour leur avenir, des sujets de s'inscrire à des formations après leur service civique. C'est encore compliqué dans tous les métiers du numérique.
On voit ça aussi, on fait des ateliers avec Pôle emploi en région Île-de-France, encore une fois, euh, où on fait des journées d'introduction à la programmation et de sensibilisation pour les demandeurs d'emploi pour que ils puissent se poser la question de est-ce que je vais sur une formation dans le monde du numérique et de la programmation en ayant un peu expérimenté. Parce que nous, notre pédagogie est entièrement basée sur la création de projets, sur le fait de le faire par expérimentation, quoi, de pas répondre à des exercices, mais de créer. Et, euh, et du coup, nous, ce qu'on fait dans ce cadre de ces ateliers-là, c'est qu'on leur fait créer des applications mobiles. Euh, Au début, une application mobile un peu cadrée pour qu'ils prennent en main l'outil, et l'après-midi, ils se mettent en groupe et ils cadrent ensemble quelle application mobile ils vont créer dans le périmètre de ce qu'on leur aura montré et qui est faisable en une après-midi. On est aussi là pour être un peu garant de ça. Euh, et ça permet de confirmer si ça les intéresse, si la manière de penser les intéresse, et le fait de le faire à travers la création d'applications mobiles, qu'ensuite ils s'installent sur leur téléphone. C'est quelque chose qui existe pour de vrai après. Euh, Moi, j'ai trouvé que ça marchait bien pour qu'ils arrivent à se poser la question. Parce que c'est pas forcément tout le monde qui va être intéressé par enchaîner Non, bien sur un sûr. métier du numérique, et c'est tant mieux, parce que si on a une société avec des informaticiens, ça sera aussi très, très bizarre, mais ça les permet de se confronter et de se sentir capables au-delà même de Scratch. C'est-à-dire que quand j'ai eu l'occasion de former les services civiques d'unicité, on a parlé de Scratch parce qu'il y avait le sujet de la transmission pour les jeunes Les enfants en enfants, primaire. ouais. Mais quand on emmène des jeunes adultes, même sur des outils, donc l'outil en question, Thinkable, ce qu'on utilise avec les collégiens chez nous, mais même quand on emmène des jeunes adultes sur ça, le fait que c'est une réalisation qui s'exprime dans leur vrai monde, ça casse quelque chose, ça casse un plafond de verre, une barrière Mm. mentale qui se fait dire ah, peut-être que je peux. L'outil s'appelle Thunkable, Thunkable. Et on a sur ressources.magicmakers.fr, on a des ressources qui présentent un peu l'outil et comment s'en servir pour créer une première application mobile. Ok, Donc, si super. jamais vous voulez voir s'il y en a certains qui peuvent se poser la question un peu plus sérieusement, allez faire un tour là-dessus, c'est gratuit. Ouais. Et puis ça, Oui, oui, on est en train de réfléchir à ce genre de choses, en effet. Merci. c'est bien. De rien. Est-ce que Isabelle, vous avez peut-être des questions? Non, pas pour le moment. Merci. Ok, super. Euh, Moi, je pense avoir fait un peu le tour de la question. Ce que je peux vous présenter là, c'est la suite des webinaires de l'année, si je retrouve la bonne fenêtre. Ce n'est pas la bonne fenêtre, excusez-moi. Parce qu'on a prévu de faire des webinaires là tout l'été, jusqu'en septembre, qui parlent de différents sujets. Si jamais ça vous intéresse de revenir participer, je vais partager ça tout de suite. Là. Donc ça c'est moi. Et ça c'est le fil du programme. Donc dès lundi, on va parler de, euh, du message les écrans c'est dangereux et de tout ce qu'il y a autour et de l'utilisation intéressante des ordinateurs et des ordinateurs pour les enfants et plus largement. Début juillet, on va parler des technologies qui ont un impact sur la société et on va approfondir un peu ce dont on parlait là, de prendre le pouvoir sur la technologie et ce que ça nous permet de faire et l'impact que ça nous permet d'avoir. Aussi, on va parler un peu plus des lycéens et des lycéennes à cette occasion-là. Ensuite, le 12 juillet, on fait un petit tour par l'intelligence artificielle et ce que ça veut dire. euh, et ce sera un webinaire un peu interactif, parce qu'il y aura une activité autour de l'IA. On va vous faire entraîner votre première IA. Ensuite, on revient fin août pour préparer la rentrée en parlant de ce qu'on entend par coder, qu'est-ce que ça veut dire, et être sûr qu'on n'a pas juste un buzzword qui n'est pas compris. Parler un peu plus largement des métiers du numérique le 6 septembre.
parler de comment on fait des ateliers à distance, parce qu'avec le confinement, on s'est mis à faire beaucoup d'ateliers à distance, et nos ateliers, ils ont la particularité d'être avec peu de makers et très concentrés sur les individus et leurs appétences et leur niveau, et comment les faire progresser individuellement et leur faire créer des projets qui leur plaisent. Euh, ça, ça marche de manière très fluide et très instinctive en présentiel. Enfin, en tout cas, nous, on a développé une expertise dessus pendant maintenant 7 ans en présentiel, et comment créer cette dynamique de groupe. Avec l'arrivée du confinement, et on a basculé nos ateliers sur Zoom, et on continue à en faire. Enfin, là, à la rentrée, on a des ateliers hebdomadaires qui commencent et qui se font toute l'année à distance, qui sont conçus pour des ateliers à distance. Et du coup, là, on va discuter de en quoi c'est non seulement possible d'avoir la même pédagogie à distance, mais en quoi on peut avoir une forme d'atelier qui est différente, parce que ce n'est pas le même format, mais qui a aussi des avantages. Donc, l'idée, c'est de voir que l'atelier à distance, c'est pas moins bien ou c'est pas pareil qu'en présentiel, mais comment on se sert des scans de disposition pour en faire un qui est aussi bien, voire mieux, avec les particularités de l'atelier à distance. Et enfin, le 23 septembre, on parlera, donc c'est la semaine de notre rentrée, on parlera des compétences du 21e siècle. Chez nous, on développe la programmation, la création numérique au sens large, mais on est aussi porteur de certaines valeurs, et on fait un développement des soft skills des enfants, donc à travers la création de projets en équipe, le développement de la créativité, comment partager ses projets, comment parler autour de soi, comment communiquer dessus, et comment gérer les conflits dans des groupes de création. Euh, voilà, donc là, on va parler un peu plus largement des compétences qui nous semblent essentielles pour le monde dans lequel on vit là maintenant, qui ne sont plus ceux de l'époque industrielle, et comment nous, on véhicule ça en atelier, ou comment on essaie en tout cas de construire ça chez les makers qui viennent chez nous. Donc, si vous êtes intéressé par ces webinaires, là, vous avez les dates. Sinon, vous pouvez retrouver ça facilement à travers nos différents canaux de communication. Pour nous trouver, c'est tout facile. C'est magicmakers.fr, c'est notre site internet où on a toutes les actualités, les infos, et c'est aussi l'endroit pour s'inscrire si vous êtes intéressé par des ateliers découvertes qu'on fait en amont de la rentrée, ou pour s'inscrire sur les ateliers plus largement. Pour les webinaires, vous avez le lien du blog Magic Makers qui a été posté dans le chat par Léa, dont vous pouvez retrouver aussi un lien par magicmakers.fr. Un numéro de téléphone, c'est notre service client qui a toutes les réponses, ou presque, et quand ils n'ont pas toutes les réponses, ils demandent aux personnes qui ont toutes les réponses. Du coup, ils vous répondent, et ils vous recontactent pour les précisions, si jamais il y a besoin. Et voilà, on est en période de stage en ce moment, donc la fin du mois dès le début du mois de juillet, on est en stage dans nos centres, dans les écoles partenaires et à distance, dans les ateliers Zoom dont je vais toucher un mot là, 2 secondes. Et à partir de la dernière semaine de septembre, c'est la rentrée hebdomadaire avec des groupes de tout âge de 7 à 18 ans qui vont enchaîner sur une année d'atelier. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose qu'on en reste là. Et je vous souhaite une très belle journée du coup. Et je vais arrêter l'enregistrement.